que par rapport à la ligne rouge que s'étaient donné les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement? Je ne parle pas de l'argent, etc. Et d'où vient? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable, que les discours martiaux sont de plus en plus martelés? Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre L'art de la guerre russe, là-dedans il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine, ils l'ont fait, ils voulaient pas fournir de missiles, ils l'ont fait, ils voulaient pas fournir de chars, ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges, c'est pas les Russes. Les Russes, finalement, n'ont défini qu'une seule, et encore ils l'ont pas défini très nettement, mais dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures, et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Dans la nuit du 9 novembre, les forces armées russes ont lancé une nouvelle et puissante offensive contre l'Ukraine, incluant des frappes à la roquette. Selon les autorités russes, cette attaque visait spécifiquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, que l'armée ukrainienne défend activement. La Russie semble cibler intentionnellement ses ressources vitales, créant ainsi des pressions supplémentaires sur l'Ukraine. Parallèlement, des dizaines de frappes ont visé des installations militaires dans plus de 147 secteurs à travers le pays. Aucun quartier résidentiel n'a été touché de façon coordonnée, ce qui laisse entrevoir une volonté de la Russie de se concentrer sur des cibles stratégiques plutôt que civiles, envoyant ainsi un message clair sur ses intentions militaires. Cependant, cette offensive ne se limite pas aux infrastructures énergétiques. L'armée de l'air russe a également mené des frappes qui ont presque neutralisé tous les aéroports militaires d'Ukraine, affaiblissant ainsi la capacité de riposte ukrainienne. Les missiles de précision utilisés dans ces attaques marquent une avancée décisive. Les médias occidentaux et ukrainiens donnent peu de détails sur ces opérations, un manque d'informations qui semble viser à influencer l'opinion publique. Pourtant, en examinant de plus près les faits, on observe une stratégie russe très calculée, marquée par une précision et une détermination visibles. Le 9 novembre, vers 2 heures du matin, heure de Moscou, les troupes russes ont annoncé leur avancée vers la ville de Kourakov, un front stratégique. Dans le même temps, elles ont pris le contrôle de Zoria, une localité située à l'ouest de Novomikhaïlivka, elle-même récemment occupée par les forces russes. Cette séquence d'événements illustre la précision des objectifs militaires de la Russie. L'offensive sur Zoria avait débuté le 7 novembre. En seulement 2 jours, la défense ukrainienne a cédé, obligeant les soldats ukrainiens à évacuer la zone. Cette manœuvre témoigne de la stratégie russe de prise progressive de positions clés pour stabiliser le front et maintenir la pression. Le contrôle de Zoria et de Staromikhaïlivka permet désormais aux forces russes de se rapprocher de la localité stratégique de Stepov, au sud de l'axe reliant Kourakov à Zaporijia. Cette route est essentielle pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes et sa capture constituerait un nouveau coup porté aux lignes de ravitaillement de l'Ukraine. Cette avancée équivaut à un étau se resserrant progressivement sur les forces ukrainiennes. Face à cette situation, l'état-major ukrainien ainsi que des analystes militaires occidentaux ont recommandé un retrait urgent des troupes de Kourakov afin de préserver leurs ressources. Cependant, le général Oleksandr Syrsky, commandant en chef de l'armée ukrainienne, rejette cette option, estimant que la perte de Kourakov ne constituerait pas seulement une défaite militaire amère, mais déstabiliserait également les régions voisines, notamment Pokrovsk. Dans le Donbass, Ce qui se passe et qui se passe au niveau du Donbass, enfin,
on peut dire, hein, sans être taxé de prendre parti ou de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Ah, très clairement, et ça pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Koursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens, donc d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales, car si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Ouais, encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leurs forces ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière, parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 km, ils l'ont étendue de 150 km. Donc ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à Koursk, une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà, du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. Oui, voilà. Je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Koursk pour les remettre dans le Donbass. Bien que les opinions divergent, Syrski reste ferme sur sa décision de maintenir cette position stratégique. Les troupes de réserve ukrainiennes s'efforcent de défendre Kurakhove avec acharnement, déployant toutes leurs forces pour tenir cette position stratégique. Ce sont des manœuvres désespérées, alors que l'armée ukrainienne continue de déplacer ses unités d'un point à l'autre dans une tentative de contenir l'avancée russe. De son côté, l'armée russe progresse méthodiquement vers son prochain objectif, la ville de Pokrovsk, une progression qui représente un gain significatif dans le contexte actuel des opérations. Les forces armées russes ont également pris le contrôle de la localité de Petropavlivka, située au nord-ouest de Selidov, et poursuivent leur avancée le long des lignes ferroviaires, capturant plusieurs positions stratégiques. Elles contrôlent actuellement environ 60% de cette zone, ce qui représente une avancée importante sur le terrain. Cependant, les médias occidentaux et ukrainiens tentent de minimiser ces succès russes en omettant certains détails dans leurs rapports. Cette stratégie de dissimulation semble de plus en plus fragile, alors que la progression russe devient difficile à ignorer. Le 9 novembre, la Russie a lancé une série de frappes massives visant quasiment tous les aérodromes militaires ukrainiens. Selon des sources russes, des installations militaires dans les régions de Poltava, Kharkiv, Odessa, Kiev, Zaporizhia et Jitomir ont été lourdement touchées. Cette opération montre clairement que la Russie ne se limite pas à des actions modérées et est prête à employer tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs militaires. En parallèle, les services de renseignement russes, en coopération avec les administrations civilo-militaires locales dans la région de Kharkiv, ont identifié des pilotes ukrainiens opérant sur des avions F-16 américains. Parmi eux se trouvaient des officiers de haut rang, comme le lieutenant-colonel Oleg Klim et le capitaine Maxim Kiadia, affiliés aux brigades aériennes ukrainiennes 831 et 40. Cette découverte semble avoir déclenché une riposte immédiate, avec des frappes ciblées menées par des intercepteurs MiG-31K, soutenus par des missiles Iskander-M, visant des infrastructures militaires en Ukraine. L'une des cibles majeures de ces frappes fut une base militaire dans la région de Kharkiv, où des F-16 américains étaient supposés stationnés. Un autre point stratégique frappé fut la base de Limanske, dans la région d'Odessa, près de la frontière roumaine, où une présentation de F-16 avait eu lieu en août sous la supervision du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la nuit du 9 novembre, les intercepteurs MiG-31K russes ont frappé au moins 7 cibles militaires en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, ces attaques auraient conduit à la destruction de 3 F-16 et à la perte de 5 pilotes ukrainiens expérimentés. Ces pertes sont particulièrement lourdes pour l'Ukraine, qui dépend fortement du soutien technologique et militaire des pays de l'OTAN. Cette série de frappes démontre une stratégie russe qui dépasse la simple conquête de territoire. L'objectif semble être l'élimination progressive des infrastructures militaires ukrainiennes, affaiblissant durablement la capacité défensive du pays.
Ces nouvelles attaques marquent un point supplémentaire dans l'escalade du conflit, montrant la détermination de la Russie à atteindre ses objectifs en Ukraine. Pour les médias occidentaux, il devient de plus en plus difficile de dissimuler la réalité de cette situation, et il reste à voir comment le commandement ukrainien réagira face à cette dynamique préoccupante. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.